Dans la rubrique des livres et des anecdotes, nous allons vous parler du livre Au seuil de l'invisible de William Barrett. William Barrett étudie pendant plus de 40 ans les phénomènes soi-disant surnormaux avant de publier cet ouvrage. Fruit d'une vaste collection de témoignages triés avec soin, il apporte la preuve des effets de la médiumnité et des manifestations des esprits de l'au-delà. Le contexte historique. En 1917, en France, la guerre se traîne avec des alternatives de confiance et d'angoisse. Verdun sonne le ralliement de l'énergie française et l'Allemagne ne possède plus l'initiative de la manœuvre. Malheureusement, un vent de pessimisme passe sur plusieurs points du territoire. L'armée, un instant, en respire le souffle délétère, mais elle s'est rapidement reprise, avec Pétain. Dans l'anxiété grandissante, on va vers le dénouement. Le spiritisme en France. Vers la fin de l'année 1916, Jean Meyer est venu trouver Léon Denis pour lui faire part de son intention d'acquérir la revue Spirit qui, depuis 1 an, ne paraissait plus, par suite des difficultés financières dues à la guerre. La revue scientifique et morale du spiritisme a de même suspendu son tirage, de sorte que le mouvement des idées dans ce domaine se trouve gravement compromis. Léon Denis se félicite pour cette initiative et grâce à la fraternité donnée par son nouveau directeur, la revue Spirit reparaissait dès le mois de janvier 1917. Un laboratoire d'études métapsychiques est créé en même temps, qui deviendra l'actuel Institut métapsychique international. L'Union Spirit française n'existe qu'à l'état embryonnaire, et Jean Meyer pressent tout d'abord Léon Denis pour la présidence. Mais, vu son âge, ses infirmités et son éloignement de Paris, il ne peut assumer cette charge importante. Ainsi, grâce Jean Meyer, on met en place l'organisation du spiritisme français. La propagande spirit reprend son cours normal. Le spiritisme en Angleterre. C'est en 1882 que la Society for Psychical Research est fondée sur l'initiative de Sir William Barrett et la présidence de Frédéric Myers. Elle examine sans préjugés et dans un esprit scientifique les facultés réelles ou supposées des médiums qui semblent inexplicables. Les premiers travaux de la société sont consacrés à la transmission de pensées. Après de longues et patientes recherches, on considère la télépathie comme un fait établi. Dans le domaine des phénomènes, la société accomplit un gros et précieux travail qui est enregistré avec soin dans les proceedings compte rendus. L'ouvrage. William Barrett fait connaître son intérêt pour le spiritisme dès 1875 et pense qu'un pas vers ces vérités spirituelles supérieures est essentiel et une défense contre le matérialisme. Par conséquent, il fait de nombreuses conférences et publie une première brochure, Au seuil d'un monde nouveau de la pensée, qui constituera le noyau du présent livre. Celui-ci est prêt dès 1895, mais sa publication est retardée par l'apparition de nouvelles manifestations médiumniques, et ce n'est que 12 ans plus tard qu'Au seuil de l'invisible sort sous presse. En effet, en ce temps-là, Eusapia Palladino, médium italien, intéresse de nombreux scientifiques. Après de longues et laborieuses investigations, on atteste l'authenticité des remarquables phénomènes produits par ce médium. Au moment de sortir l'ouvrage, d'autres savants, tout aussi compétents que les premiers, aboutirent à des conclusions totalement opposées à la suite d'une nouvelle enquête. William Barrett prend la décision de retarder la publication et d'attendre des témoignages plus concluants, soit d'un côté, soit de l'autre, si bien qu'Au seuil de l'invisible ne sort qu'en 1908 dans une première édition. Elle est rapidement épuisée. Comme une nouvelle série d'expériences est en cours par la SPR, William Barrett attend avant de faire paraître une seconde édition en 1917. Il refond complètement l'ouvrage et rajoute un article sur la survivance. Nous l'avons compris, son livre est le fruit d'un travail lentement maturé et d'une longue observation. L'auteur.
Il est né en Jamaïque en 1845, mais sa famille retourne en Angleterre, à Royston, en 1848. Il suit sa scolarité à Old Trafford Grammar School, puis il poursuit en étudiant la chimie et la physique au Collège Royal de Londres. En 1873, il devient professeur de physique expérimentale à l'Université royale des sciences de Dublin. C'est dans les années 1860 qu'il s'intéresse au paranormal, après avoir assisté à une expérience de mesmérisme. Il se penche sur les phénomènes de poltergeist, puis ensuite à l'ensemble des manifestations médiumniques. À partir de 1882, il participe aux travaux de la Society for Psychical Research sur la médiumnité. En 1904, il en devient président. Il écrit de nombreux articles à ce sujet ainsi que des ouvrages et se désincarne en 1925. Ses expériences. Son intérêt pour les phénomènes psychiques se développa suite à l'observation de certains bruits qui semblaient suivre une fillette de 10 ans. En présence de cet enfant, d'un ami avocat, les sons semblaient avoir une source intelligente et il répondait correctement aux questions posées à l'aide d'un seul coup pour oui et deux pour le non. Pour sa deuxième expérience, il s'agissait du cas d'une dame qui vivait en famille chez son cousin, photographe connu à Dublin. Elle n'était pas un médium professionnel rétribué et aucune des séances n'avait lieu dans l'obscurité. Des coups se faisaient entendre dans la table et qui répondaient aux questions posées. Les mains et les pieds de tous étaient parfaitement visibles et personne ne touchait la table. Elle se soulevait à 25 cm du sol malgré son poids. Écoutons donc un passage de son livre. L'écriture automatique, les preuves d'identité. Il est intéressant de constater que l'écriture automatique est l'une des plus anciennes formes de communication. Il y a plus de 2000 ans, un voyant hébreu en parlait en ces termes. Tout ceci, le Seigneur me l'a rendu intelligible en l'écrivant, sa main posée sur moi. Les communications automatiques s'obtiennent au moyen d'un crayon tenu passivement sur une feuille de papier, par la planchette ou par le Ouija. Cette dernière méthode consiste à toucher légèrement des doigts un indicateur, planchette ou tout autre dispositif. Au bout d'un moment, il se meut plus ou moins rapidement avec les différentes lettres imprimées de l'alphabet qui se trouvent sous la table ou rangées dessus. Nous en possédons cependant quelques témoignages dignes de foi. M. Meyer cite 2 exemples bien attestés d'écriture automatique par des enfants qui n'avaient pas appris à écrire. L'un avait 5 ans et ne savait pas encore une seule lettre de l'alphabet. L'autre venait d'avoir 4 ans et n'avait aucune notion d'écriture. Ce dernier cas fut étudié par le docteur Ogton, qui examina l'écriture obtenue au moyen d'un crayon tenu par l'enfant avec les doigts du milieu. M. Meyer ajoute « J'ai vu le tracé de la dernière phrase. Votre tante Emma. L'écriture est libre. Elle ressemble à celle d'un adulte avec la planchette plutôt qu'au premier effort d'un enfant. » La petite fille avait une tante de ce nom morte quelques années auparavant. Elle mourut elle-même peu après avoir transmis ce message. Les parents n'étaient pas spirites et la mère certifie que son enfant ne savait pas l'alphabet ni même tenir un crayon. Je donne ces détails pour établir ce fait qu'elle fut la source de l'intelligence manifestée. Elle était absolument en dehors des facultés humaines normales. Voici un autre exemple. Un message reçu les yeux bandés. Le médium était Isaac David Salomon. C'était le 19 octobre 1912. La guerre des Balkans venait d'éclater. Du sang partout, immédiatement à l'est. Une grande nation tombera et une petite nation s'élèvera. Une grande religion sera en danger. Du sang partout.
Des nouvelles qui étonneront le monde civilisé seront connues la semaine prochaine. Quelle qu'ait été la source de ce message, il était véridique. Une semaine plus tard, en effet, nous apprîmes la première victoire bulgare, celle de Kirk Kilissé, puis la Turquie tomba et la petite Bulgarie s'éleva. Plus récemment enfin, l'Europe fut baignée dans le sang. Un autre exemple. Mademoiselle C avait un cousin officier dans l'armée de France qui fut tué 1 mois avant cette séance. Cela, elle le savait. Un jour que le nom de son cousin avait été épelé d'une manière inattendue et qu'elle-même avait été nommée après avoir demandé « Savez-vous qui je suis ?» La communication suivante fut obtenue. « Dites à ma mère de donner mon épingle de cravate à tête de perle à celle que je devais épouser. C'est elle qui doit l'avoir. » On demanda le nom et prénom de la personne et son adresse. Son nom était peu ordinaire et tout à fait inconnu des assistants. L'adresse donnée à Londres était fausse ou mal prise car la lettre envoyée fut retournée à l'expéditeur. 6 mois après, on découvrit que l'officier s'était fiancé peu avant de partir sur le front à cette même dame. Il n'en avait parlé à personne. En Irlande, ni sa cousine ni les siens ne le savaient. Il n'avait jamais vu la fiancée, ni même entendu son nom. Ce fut seulement lorsque le ministère de la Guerre retourna les effets de l'officier qu'on vit qu'il avait parlé de cette dame dans son testament. Les noms et prénoms étaient bien ceux qui avaient été donnés dans le message, et ce qui est également remarquable, une épingle de cravate à tête de perle fut trouvée dans les effets. Vous trouverez beaucoup d'autres témoignages détaillés avec soin par l'auteur dans ce livre. Nous ne pouvons que vous conseiller la lecture.